1991. L'Amérique s'est trouvé un nouveau héros. Il incarne à lui seul le rêve américain. Pendant 3 ans, 2 documentaristes new-yorkais l'ont suivi et ont tiré le premier portrait du milliardaire. Tout Trump est déjà là. Le businessman flambeur, le promoteur de génie, le playboy colérique. Voici les meilleurs moments d'un document qu'aucun Américain n'a vu à la télévision et que nous vous livrons brut. Il était l'homme d'affaires le plus connu en Amérique, plus puissant que le patron de Ford, célèbre comme Schwarzenegger, Stallone ou même Elvis. À cette époque, les célébrités faisaient la une, et grâce à leurs agents, les riches aussi étaient des people. À cette époque, Trump pouvait dire ce qu'il voulait, à qui il voulait. Ça vous dérange si je recule un petit peu? Parce que votre haleine est très chargée. On vous l'a jamais dit? Non. Ah, ok, bon, je m'approche un peu. C'est donc comme ça que vous prenez le dessus. Tout le monde lui passait cette insolence, et tout le monde adorait ses jouets. Le premier jouet dont parle le réalisateur, Trump l'a construit au cœur de Manhattan. 13 étages de bureaux, et le reste, des appartements hors de prix, la Trump Tower. Donald m'a appelé dans mon bureau un jour vers midi moins le quart. Et il m'a dit, retrouve-moi dans 15 minutes. J'ai tout laissé en plan et je l'ai rejoint. La première chose que Donald m'a dit, c'est pas le meilleur endroit ici? On va construire la plus grande tour du monde. La construction de la Trump Tower a surtout été une leçon de business. Objectif, faire des économies. Premièrement, embaucher le démolisseur le moins cher possible, même s'il n'a aucune expérience. Alors Trump a embauché William Keseke, un nettoyeur de fenêtres. Keseke a engagé à son tour ce que l'on a appelé la brigade polonaise. Un peu plus de 200 immigrés, sans papier, payés un tiers du minimum légal. Plusieurs années après, Trump a nié en bloc avoir été au courant, même s'il s'était rendu sur place. Il dormait sur le chantier, n'avait aucun équipement de protection. Toutes les normes d'hygiène et de sécurité ont été ignorées. Pas de masque, pas de gants. Il dénudait à main nue des câbles sous tension. Leçon numéro 2. Ne dire à personne que le bâtiment est bourré d'amiante. Pourquoi? Parce que l'amiante coûte très cher à enlever. Trump dit qu'il n'est pas responsable. La loi dit qu'il l'est. Travailler sur ce site était très dangereux. Avec les câbles, et toutes ces constructions couvertes d'amiante. Troisième leçon. Pour les gravats, embaucher une entreprise qui ne laisse pas de traces derrière elle. Comme sous-traitant, Trump a choisi Eddie Garofalo, connu pour ses liens avec la mafia italienne. Leçon numéro 4. Menacez l'avocat qui défend les travailleurs polonais qui n'ont pas été payés par votre sous-traitant. Là encore, ne laissez aucune trace, au cas où l'avocat ne serait pas intimidé. Donald Trump était très contrarié. Il estimait que je ruinais sa réputation avec ses poursuites. Il a même envisagé de me poursuivre personnellement et de me réclamer 100 millions de dollars pour l'avoir diffamé. On a souhaité faire dans le grand luxe et on est super content du résultat. Trump Tower is money power, let 'em get you up where you want to be. Mais juste à côté de la Trump Tower, il y avait une autre opportunité en or. Il a acheté 2 autres immeubles sur Central Park. Le premier était un hôtel, le deuxième, un problème, un ensemble d'appartements occupés. En 81, un groupe de locataires du 100 avenue Central Park est venu me voir pour me parler d'un problème qu'ils avaient.
Apparemment, Trump avait acheté le bâtiment et il y avait une rumeur. Il aurait cherché à faire partir les locataires pour démolir le bâtiment et construire une tour. Cet homme est venu et nous a fait un grand discours. Bonjour, je suis Donald Trump. Dégagez de mon immeuble. Ils ont embauché la pire société de New York, spécialisée dans les expulsions. Une entreprise blacklistée par le bureau du procureur. Ils avaient un sacré pédigré. Et ils se sont mis à travailler sur nous. On nous a dit qu'ils allaient enquêter sur notre vie sexuelle, voir si on buvait, si certains parmi nous étaient homos ou lesbiennes. Ils nous ont dit que si on avait des points faibles, ils allaient les trouver. Les locataires ont été approchés et on leur a dit « Vous devriez partir. Si vous ne partez pas maintenant, si vous ne nous laissez pas vous reloger, vous allez être expulsés, sans rien, à la rue. » Une femme a frappé à la porte en hurlant « Je dois vous aider. Vous trouvez un endroit parce que demain, ils vont vous virer. Ils vont vous virer !» Et d'un seul coup, ils ont tout laissé à l'abandon. Il y avait plein de problèmes. L'ascenseur était en panne, il y avait des coupures d'eau, d'électricité. Les locataires disent que Donald Trump les harcèle de plusieurs manières. Il aurait par exemple menacé d'offrir les appartements libres à des sans-abri. Je suis prêt à leur offrir de beaux appartements, chauffés, avec tous les services, même les soins médicaux si besoin. Vous n'avez qu'à les loger ici, dans cette salle. Vous savez, ici, j'ai pas la place. Mais là-bas, oui. Il veut conquérir le monde. Mais avant ça, il veut faire de Manhattan la Mecque des super riches. Pas de place pour les autres. Après les projets immobiliers pharaoniques, le film dépeint les frasques de la vie privée de Trump. Donald et Ivana se sont rencontrés dans un bar pour célibataires. Mariés en 1977 par Norman Vincent Peale, le pape de la pensée positive. Ils ont eu 3 enfants, mais Ivana voulait plus. J'étais une jeune fille censée rester à la maison, peut-être collectionner les œuvres d'art. J'étais pas censée marcher sur leur plate-bande, pas censée diriger un hôtel non plus, ou un casino. Ça, c'est un business d'homme. Mais comme elle assistait son époux, elle a commencé d'une certaine manière à lui voler la vedette devant les médias. Il y a de la compétition dans certains mariages. Et comme pour eux, ça se jouait plus souvent dans les tabloïds qu'à la maison, en privé, il y avait une rivalité entre deux pour être à la une. Mais derrière les sourires et les paillettes, leur mariage n'était plus aussi harmonieux qu'il le paraissait. Si vous êtes gentil avec lui, il est extraordinaire. Sinon, vous êtes mort. Un de ses proches collaborateurs m'a dit une fois que tous ceux qui travaillaient avec Donald passent la moitié de leur temps à s'inquiéter des colères de Trump. Sauf une personne, Ivana Trump, qui elle passe 90% de son temps à se demander comment éviter ses coups de sang. Ceux qui ont côtoyé Trump de près ont pu découvrir la face cachée de cet homme. Oui, quelque part, c'est un solitaire, c'est sûr. Auprès du grand public, il a l'image d'un mondain. Mais moi, j'ai été chez lui des dizaines ou des centaines de fois, à 9h30 ou 10h du soir, en semaine. Et la seule chose qui interrompait notre conversation, c'est quand il zappait avec sa télécommande. Il a l'art de bien vendre son image. Mais le Donald Trump que j'ai vu en privé était très différent de celui que je voyais à la télé, dans les talk-shows. Ça m'a fasciné de voir le talent qu'il avait pour se mettre en scène. Il paraît posé, bien éduqué. Il a cette forme de simplicité, presque enfantine, qui attire les projecteurs. Mais quand vous êtes face à lui, vous sentez l'hostilité, la colère.
Un jour, à la sortie d'une réunion, où il venait de hurler sur plusieurs personnes, il m'a dit « Belle performance, n'est-ce pas ?» Il disait qu'il jouait un rôle, mais c'était vraiment lui. Il voulait faire croire qu'il gardait le contrôle. En fait, il pétait les plombs. Il traitait les gens de façon atroce, y compris sa propre famille. Il les insultait. Il n'a pas vraiment de vie intérieure. Il n'a pas vraiment de relations sociales, ni de vie spirituelle. Il n'a pas d'amis proches en dehors de sa famille. Il a même reconnu lui-même que l'amitié, au sens où les gens l'entendent, n'est pas une priorité pour lui. À l'époque du documentaire, Trump, infidèle, colérique et calomnié par la presse, était malgré tout populaire auprès des Américains. Il est sexy, beau, puissant. Il se soucie de l'Amérique, de New York, et il essaye d'aider la ville. Certains pensent qu'il devrait être président. Trump l'envisage. Ça vous plairait de prendre le pouvoir? Je veux dire, diriger le pays comme vous avez dirigé vos entreprises? Je préférerais que quelqu'un d'autre s'en charge, mais je ne vois pas qui. Je ne crois pas qu'on ait encore ce leader dont nous avons besoin. Ce pays a besoin d'être opéré en urgence. Et vous feriez un bon chirurgien? Je ferais un boulot fantastique. Alors que Donald Trump est au sommet, le film révèle que son empire est fait de dettes. Peu importe, son ambition est sans limite. T'as vu le dernier coup de Trump? À la fin des années 80, les bons joueurs ne remboursent pas leurs dettes. Donald Trump s'en inspire pour créer son jeu. Mon nouveau jeu s'appelle Trump. Le jeu où vous allez posséder tout ce dont vous rêvez. La question n'est pas de savoir si vous allez gagner ou perdre. Vous allez gagner. Le Plaza, son ultime trophée, le joyau qui lui manquait. 407 millions de dollars, l'un des hôtels les plus chers jamais achetés. Mais cette fois, il a enfreint ses propres règles. Il a payé trop cher en hypothéquant d'autres propriétés et s'est endetté. Mais pour tout le monde, il avait encore réussi. Peu de gens ont compris qu'en fait, il risquait très gros. En 1989, la plupart des gens pensaient que Trump était l'un des hommes les plus riches du monde. Quand on a commencé à lui poser des questions sur sa fortune, son cabinet comptable nous a précisé qu'il possédait 700 millions de dollars en cash, comme s'il pouvait faire un chèque de ce montant sur le champ. Cet argent, il le possédait, mais à crédit. Trump était en train de perdre de sa superbe. Depuis toujours, tous ceux qui ont des problèmes s'enfuient vers la Californie. C'est ce qu'il a fait. Un nouveau départ, un nouveau terrain de jeu et une nouvelle blonde. Il avait des vues sur un vieil hôtel où la ville prévoyait de construire un lycée. Trump trouvait ça idiot. Pour lui, la ville avait besoin de toute autre chose, le plus grand building du monde. Mais à Los Angeles, il s'est cassé les dents. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, mais cet homme est presque en faillite à force d'acheter tout ce qui passe. Pourquoi est-ce qu'il vient nous embêter ici? Qu'il s'occupe de ses histoires à New York et nous laisse tranquilles. Le magazine Forbes le retire même de la liste des milliardaires et tout le monde comprend. Je pense que quand Donald vous donne un chiffre, il vaut mieux le diviser par 2. Et encore par 4. Et là, vous êtes proche de la réalité. Fini les extravagances pour Donald Trump. Ce qui le fait alors tenir, c'est peut-être l'idée que ce passage à vide fait partie du jeu. Mais le jeu qui a fait de lui un héros est terminé. C'est un grand défi, c'est super, je suis très heureux. Mais maintenant, si vous alliez un peu filmer les autres, laissez un peu Trump tranquille. La seule fin possible à cette histoire, c'est la folie.
Soit il va finir seul dans une résidence au Panama, avec les ongles longs, à pisser dans un pot de confiture, ou alors il sera le maître du monde. Il sera l'homme le plus célèbre du monde ou le plus oublié. Il n'y a pas d'entre-deux. Il ne sera jamais Monsieur Tout-le-Monde. Ce sera un extrême ou l'autre. Soit le plus grand des méchants, soit un Howard Hughes. Howard Hughes, un entrepreneur de génie qui a fini seul et reclus. Donald Trump, lui, a de nouveau rebondi. Depuis ce documentaire, il a été organisateur de compétitions sportives, star d'une émission de télé-réalité et 45e président des États-Unis. Ça vous dérange si je recule un petit peu? Parce que votre haleine est très chargée. On vous l'a jamais dit? Non. Ah, ok, bon, je m'approche un peu. C'est donc comme ça que vous prenez le dessus.